Espoir pour les Palestiniens assiégés dans leur camp au Liban. Quelques-uns ont pu sortir, d'autres seraient bientôt ravitaillés en vivres. La Syrie appelle un cessez-le-feu. Soutien à l'industrie aéronautique européenne. Jacques Chirac à Toulouse pour la première sortie de l'Airbus A320. Des milliers de tonnes de lait irradiées, conséquence de Tchernobyl. Ces tonnes de lait destinées à des pays africains ont été découvertes en Allemagne. Aujourd'hui, vendredi 13 février 1987, une nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban, Marcel Fontaine et Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. Dans les camps palestiniens près de Beyrouth au Liban, il n'y a plus de chats ni de chiens à manger. Cette terrible constatation faite par un médecin évoque sans doute mieux que toute autre image la situation des civils palestiniens assiégés depuis plusieurs mois. Aujourd'hui pourtant, alors que la Syrie appelait à un cessez-le-feu immédiat dans la guerre des camps entre chiites Hamas et Palestiniens, quelques nouvelles d'espoir sont apparues. 2 convois de vivres étaient prêts à entrer à Borj el-Barajnieh et dans les bidonvilles chiites, et plusieurs réfugiés palestiniens ont pu quitter les camps. Commentaire Gérard Rinet. Pour ces femmes et ces enfants palestiniens, c'est la fin du cauchemar. Paradoxe, ce sont les miliciens d'Amal qui vont les prendre en charge et les nourrir, alors qu'ils assiègent le camp depuis 107 jours. Cette femme raconte la fatigue et l'angoisse des habitants du camp. J'ai cru, dit-elle, que je ne verrai plus jamais de pain de ma vie. Mais ces 250 privilégiés paraissent évidemment dérisoires par rapport aux 25 000 Palestiniens du camp, toujours encerclés et sous le feu des miliciens d'Amal. Selon le témoignage d'un médecin hollandais, joint par radiotéléphone à l'intérieur du camp, il n'y a plus le moindre chien, ni le moindre chat. Ils ont tous été mangés. J'ai vu de mes yeux, raconte ce médecin, 5 gosses tuer un rat, le rôtir et le manger. L'hôpital est régulièrement bombardé, il n'y a plus d'électricité pour opérer. Les opérations se passent donc dans les pires conditions. À l'extérieur et à quelques centaines de mètres du camp, les 2 convois des Nations Unies sont toujours immobilisés. Ils ont attendu en vain toute la journée l'autorisation d'entrer dans le camp, malgré l'espoir qu'avait fait naître Nabi Berri ce matin en donnant son accord de principe sur le ravitaillement du camp. Ravitaillement très difficile. Je viens d'apprendre qu'il y a eu un tir sur un convoi de ravitaillement. Il y a un mort et un blessé. Le ravitaillement est donc suspendu. Seule une infime partie des vivres et médicaments a pu être introduit à bord de 4 ambulances du Croissant Rouge dans un camp palestinien. La communauté européenne a décidé d'accorder une aide d'urgence de 1 million d'écus au Liban. Une délégation iranienne est arrivée à Beyrouth. Mais de nouveau, Yasser Arafat, le chef de l'OLP, pour Paul Nahon et Patrick Voix d'Antenne 2, lance depuis Tunis un appel à l'aide. 1 heure ce matin, dans un des bureaux d'Yasser Arafat à Tunis, le chef de l'OLP travaille et dort chaque jour dans un endroit différent. Sécurité oblige. C'est ici qu'il reçoit ses collaborateurs et ses représentants permanents dans le monde. Au téléphone, Beyrouth. Yasser Arafat, il y a quelques heures à peine, prenait des nouvelles du camp de Borj el-Barajnieh. Selon lui, le ravitaillement n'était toujours pas parvenu aux populations assiégées et le blocus se poursuivait. Yasser Arafat a profondément apprécié le geste de la France, mais le chef de l'OLP a dénoncé violemment le complot contre les Palestiniens et contre son peuple. À Beyrouth, les forces militaires syriennes, les tanks syriens, les commandos spéciaux, appuyés par 2 brigades, la 1re et la 6e brigade, qui sont loin de leur base. Sans oublier bien sûr les milices Amal. Tous sont en train de nous assiéger. Nous devons faire face à 3 dangers. Les Israéliens, les Syriens et Amal. C'est un désastre. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec le président syrien Assad?
Demandez-le à lui, pas à moi. Je suis au regret de vous dire qu'il est en train de tuer nos enfants. C'est un génocide. Nous avons le droit de vivre comme des êtres humains. Nous voulons vivre en paix chez nous. Nous ne voulons plus affronter chaque jour la mort. Il faut ajouter que l'aviation israélienne a bombardé la nuit dernière pour la seconde fois en 24 heures des objectifs palestiniens situés au sud du Liban, près de Saïda. En URSS, le ton officiel semble modifié à l'égard des dissidents réfusniks. Une manifestante qui demande le droit d'immigrer a été frappée et blessée ce matin par des hommes en civil, tandis que des journalistes étaient interpellés. C'était à Moscou devant des caméras occidentales. Commentaire Georges Bortoli. Du bon usage des chasse-neige pour nettoyer une manifestation. Une foule de policiers en civil attendait ce matin à Moscou la petite poignée de personnes manifestant pour la 4e journée consécutive pour le dissident Yossif Bigoun. 5 manifestants arrêtés, dont un blessé. 2 faux caméramens filmant pour les archives du KGB et de vrais caméramens dont les caméras allaient être fortement endommagées par de soi-disant passants qui ressemblaient comme des frères à des inspecteurs en civil. Au fait, on comprend que ces aimables personnages aient été nerveux. C'est la première fois depuis 1920 que des manifestations non autorisées sont tolérées, mal tolérées à vrai dire, dans une rue de Moscou. Pour fêter la sortie de l'Airbus A320, tout le monde s'y met. Le président Mitterrand, dans un télégramme adressé aux dirigeants d'Airbus Industrie, écrit notamment « Personne d'autre ne décidera à la place des Européens de l'avenir de leur industrie aéronautique ». Et en attendant le baptême demain de ce nouvel Airbus, avec au symbole le prince Charles et Lady Diana, aujourd'hui le Premier ministre Jacques Chirac était à Toulouse où il définissait les lignes directrices de la politique spatiale française. Reportage Philippe Dumez, Jean Villa. Arrivé dans un avion tout récent de l'aérospatiale, l'ATR-42, le Premier ministre a été accueilli par le maire de Toulouse qui, en porte-parole zélé des industriels de la région, a souhaité voir l'État prendre rapidement plus de commandes. Qui pourrait être très utile pour l'armée de l'air. Ce qui pourrait être très utile pour de nombreuses choses, notamment, je n'en doute pas, pour l'armée de l'air, mais également pour bien d'autres compagnies françaises ou étrangères. Ensuite, ce fut une visite du Centre national d'études spatiales et une rencontre avec les futurs spationautes, montrant ici la volonté du gouvernement de poursuivre un effort important dans tous les domaines de la conquête spatiale. Je suis rhumatologue, je fais de la recherche en physiologie neurosensorielle. L'industrie de l'espace, paradoxalement, après le dernier échec d'Ariane, ne se porte pas trop mal. Les commandes de lancement se chiffrent à 16 milliards de francs et le programme spatial poursuit sa croissance pour arriver en 1995 à la fusée Ariane 5 et le vol habité avec Hermès. Pour les constructeurs de satellites, l'avenir est plus sombre. La concurrence américaine est ici aussi très féroce. C'est peut-être la raison pour laquelle le Premier ministre a autant insisté pour améliorer encore la coopération européenne. Aujourd'hui, 2 sur 3 des grands projets spatiaux européens, Ariane 5, Hermès et Columbus, sont d'inspiration française. Voilà 3 noms qui seront sans doute appelés à sortir du cénacle des spécialistes et à devenir célèbres dans toute l'Europe et dans le monde entier. Ils constitueront les nouveaux développements d'une coopération européenne exemplaire dont le CNES a constitué dès l'origine le ferment et qui s'est épanoui dans l'Agence spatiale européenne. Il était normal que messieurs Dassault, Lagardère, Martre aient été présents. Beaucoup plus remarqué, la poignée de main au député socialiste de Haute-Garonne, Lionel Jospin. L'Airbus A320, que l'on baptisera officiellement demain, est le premier avion civil au monde tout informatique. C'est un avion de conception totalement européenne. La France, la Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Allemagne sont alliés en la matière. La sortie de cet appareil, pourtant, inquiète les Américains de Boeing. Explication Jacques Violet. A300, 310 et maintenant 320. Chaque fois qu'Airbus Industrie sort un nouveau modèle, les Américains font la grimace. Depuis 1970, les Européens grignotent des parts de marché tenues encore à 80% par Boeing et Douglas. Le A320, qui effectuera son premier vol seulement dans un mois,
est déjà commandé ou en option à plus de 400 exemplaires par 16 compagnies dans le monde. Un succès commercial sans précédent pour Airbus, alors qu'à Seattle, en 1984, Boeing prétendait qu'il n'existait pas de marché pour ce créneau de 150 places. Pour se battre aujourd'hui, Boeing propose une version allongée du 737 après avoir lancé un programme avec retard. Pire encore, pour les Américains, Airbus étudie maintenant un long courrier quadri-réacteur. La semaine dernière, les Américains sont repartis en guerre, accusant les Européens d'avoir des subventions gouvernementales et de pratiquer une concurrence déloyale. Airbus rejette ces accusations. Tout le monde reçoit des subventions. Les aides américaines sont plus indirectes, souvent par l'intermédiaire de programmes militaires. Ce qui agace surtout les États-Unis, c'est que si Airbus n'existait pas, 100% du marché de l'aviation civile serait américain. Bernard Stasi a renoncé à sa candidature à la présidence de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Monsieur Stasi souhaite préserver l'union de la majorité, mais Monsieur Stasi ajoute que la situation crée un certain malaise et que, contrairement à certains qui prétendent donner des leçons, le CDS, formation à laquelle appartient Monsieur Stasi, n'a jamais manqué à l'esprit de l'union. Succession de réactions négatives à la proposition de Valéry Giscard d'Estaing de réduire le mandat présidentiel. Le secrétaire général du RPR, Jacques Toubon, estime que la priorité n'est pas aux manœuvres politiques, petites ou grandes. De son côté, le Parti communiste a fait savoir qu'il était contre cette réduction. Mécontentement de beaucoup d'assurés sociaux, mis dans l'obligation d'avoir à payer des médicaments qu'ils recevaient jusqu'alors gratuitement. C'est la conséquence de l'application du plan de modération des dépenses de santé. Les remboursements sont ainsi limités. Voyez l'enquête de Christophe Martet et Bernard Puissesseau. Cette petite vignette bleue, c'est la bête noire des assurés sociaux. Elle identifie les médicaments dits de confort qui, depuis le 1er janvier, ne sont plus remboursés qu'à 40% pour tout le monde. Avant, les assurés couverts à 100%, notamment les personnes âgées, ne payaient rien pour ces médicaments qui viennent maintenant alourdir leur facture santé. C'est une ordonnance d'une dame assez âgée qui fait de l'hypertension artérielle, qui a un peu d'artérite. Bon, elle a des produits pour sa tension qui eux sont remboursés à 100%, dans son cas à 100%. Mais par contre, tout ce qui concerne ces problèmes d'artérite et puis des séquelles d'accidents vasculaires, il y a quand même beaucoup de et des produits qui ne sont quand même pas donnés. Ce nouveau système de remboursement jugé nécessaire par le ministre des Affaires sociales pour limiter les dépenses de santé n'a été accompagné d'aucune information. Ainsi, dans cette pharmacie, l'affiche n'est en place que depuis une semaine. Alors dans le public, on est très surpris de devoir sortir son porte-monnaie pour des médicaments autrefois totalement pris en charge. Je l'ai su à la dernière ordonnance qui ne m'a pas été remboursée. Alors j'ai téléphoné à la sécurité sociale. On m'a dit que automatiquement, j'étais pas remboursée. J'étais remboursée qu'à 40%. Et par exemple, la dernière fois, ça vous a coûté combien en plus? J'ai perdu 100 francs, quoi. Ça va encore me diminuer mon pouvoir d'achat, ce qui est absolument certain. Hein. Ça vous revient cher? Ah bah oui, ça, vous voyez, là, le docteur va revenir mercredi, il va me falloir du Fronzilane, tout ça pour l'artérite. C'est un médicament qui est quand même assez cher. Il m'en faut beaucoup. Alors, il m'en faut au moins 5 boîtes. Alors, regardez à 40%, et c'est un médicament qui est assez cher, ce que je perds. Alors, j'étais obligée de prendre une mutuelle, monsieur, qui me coûte 696 francs. Et moi, j'ai 320 000 francs de revenus par mois pour vivre. Effet pervers de cette nouvelle disposition, les malades demanderaient à leur médecin des médicaments encore remboursés à 100%, ce qui aurait pour conséquence d'alourdir la facture de la sécurité sociale. Non, je crois qu'il est indispensable que les médecins prescrivent ce qui est nécessaire, tout ce qui est nécessaire et seulement ce qui est nécessaire, et il ne faudrait pas que nous soyons poussés par les malades à prescrire des médicaments plus lourds, plus chers, qui ne sont pas absolument indispensables. La commission paritaire pharmaceutique qui réunit les responsables de la sécurité sociale et des pharmaciens a décidé d'intervenir immédiatement pour informer les assurés. Elle rappelle enfin que les assurés à faible revenu peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une prise en charge complémentaire. Le secrétaire général de la CGT, Henri Krasuki, vient d'annoncer que, selon lui, la régie Renault aurait en préparation dans ses bureaux d'études un modèle bas de gamme, populaire, une idée défendue depuis longtemps par la CGT. L'annulation par la Cour de cassation de toutes les procédures engagées dans l'affaire Papon depuis janvier 1983 ne fera que retarder les actions menées par les familles des victimes qui se sont portées partie civile, principalement dans la région de Bordeaux. Il y a des raisons de forme, bien sûr, pour expliquer la décision des magistrats de la Cour de cassation. Commentaire Paul Lefebvre qui rappelle les principaux éléments de ce dossier. 1981,
Le Canard enchaîné met en cause M. Maurice Papon, ancien préfet de police de Paris, ancien ministre du Budget, mais surtout ancien secrétaire général de la préfecture de la Gironde de 1942 à 1944. Bientôt, l'ancien haut fonctionnaire est inculpé de crimes contre l'humanité pour avoir aidé à la déportation de plusieurs centaines de familles juives des environs de Bordeaux. Aussitôt, M. Maurice Papon, qui affirme avoir été au contraire un résistant, fait appel à un jury d'honneur d'anciens résistants qui rend son jugement quelque temps plus tard. Le jury d'honneur donne acte à M. Maurice Papon de ce qu'il fut bien affilié aux forces françaises combattantes à compter du 1er janvier 1943 et attributaire de la carte du combattant volontaire de la résistance. Le jury conclut néanmoins qu'au nom même des principes qu'il croyait défendre et faute d'avoir été mandaté par une autorité qualifiée de la résistance française pour demeurer à son poste, M. Papon aurait dû démissionner de ses fonctions au mois de juillet 1942. À ce moment précis se produit le vice de procédure relevé hier par la Cour de cassation. Le supérieur sous Vichy de Maurice Papon, le préfet Maurice Sabatier, ayant déclaré assumer toute la responsabilité de la répression anti-juive durant cette période, 42-44, la Cour de cassation aurait dû être saisie. Elle ne l'a pas été et le préfet Sabatier, 90 ans aujourd'hui, n'a pas été inculpé. À partir de là, toute la procédure est déclarée nulle, y compris la seconde inculpation de Maurice Papon, prononcée le 29 octobre 1986. C'est maintenant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bordeaux qui doit refaire cette seconde partie de l'instruction. Maurice Papon reste inculpé de crimes contre l'humanité, mais la décision de non-lieu ou au contraire de renvoi en cour d'assises est reportée d'au moins une année. Un stock de plusieurs milliers de tonnes de lait irradié par les nuées radioactives issues de la centrale nucléaire soviétique de Tchernobyl a été découvert dans le sud de la République fédérale allemande. Du lait qui était destiné à des pays africains. Il semblerait qu'une partie du stock ait déjà été envoyée au Brésil. Il y a quelques jours, les autorités allemandes ont intercepté les wagons de poudre de lait dans un train en Bavière. Reportage de notre envoyé spécial Pascal Guimier. Les Allemands ont peur. Peur de ces sacs avec leurs 2000 tonnes de lait en poudre, teneur radioactive 10 fois le maximum autorisé. Du lait produit par de braves vaches bavaroises qui n'ont eu qu'un tort, brouter de l'herbe contaminée par le nuage radioactif de Tchernobyl au printemps dernier. 2000 tonnes en plus des 5000 qui remontent de Bavière dans ce train plombé sous haute surveillance. 242 wagons dont personne ne sait plus quoi faire, dont personne ne connaît la destination finale et dont personne ne veut chez soi. Moi j'ai 78 ans et c'est bien la première fois que je manifeste. J'ai peur, oui, mais surtout je suis furieuse. Furieuse qu'on nous prenne pour des idiots et qu'on nous envoie toutes ces cochonneries. Un scandale à tiroir. Après Tchernobyl, la laiterie bavaroise Megle avait été grassement indemnisée, plus de 13 millions de francs. Plutôt que de détruire le lait, le patron de la firme aurait décidé d'exporter le tout vers l'Afrique, se disant sans doute que ceux qui meurent de faim dans les bidonvilles ne feraient pas la différence. Le gouvernement fédéral de Bonn, bien obligé d'intervenir, hérite d'un problème dont il se serait bien passé, un problème qui prend une tournure de plus en plus politique. Aujourd'hui, les sociodémocrates, le principal parti d'opposition, réclament la création d'une commission d'enquête parlementaire. Les Verts, quant à eux, n'hésitent pas à porter plainte contre le ministère fédéral. Pendant ce temps, sur un terrain militaire de Basse-Saxe, le train attend toujours. L'ordre de détruire la cargaison dangereuse n'a pas encore été donné. Le territoire américain envahi par les soviétiques, les rouges qui contrôlent les États-Unis, c'est le thème du feuilleton diffusé à partir de dimanche prochain à la télévision américaine. Mais avant même sa diffusion sur la chaîne CBS, ce feuilleton provoque polémique politique et manifestations dans les rues contre sa diffusion. Voyez le reportage de Jacques Abouchard. Le film Cauchemar rouge avait donné le grand frisson aux Américains en 1956. Thème du scénario, l'invasion des États-Unis par les troupes soviétiques, avec pour conséquence la suppression des libertés, le marasme et la répression généralisée. 30 ans plus tard, le même fantasme explose dans la série America. L'Amérique est sous la botte russe depuis 10 ans et l'on défile en brandissant des drapeaux rouges à l'effigie de Lénine et d'Abraham Lincoln.
Les Russes sont furieux, ils crient au scandale et parlent de provocation grossière. Quand on vous présente comme des barbares qui pillent, qui violent les femmes, qui tuent les membres du Congrès de Washington, avouez qu'il y a de quoi être indigné. Et je dois vous dire que nous, Soviétiques, nous sommes indignés. Le réalisateur Donald Rye a dirigé les 14 heures du tournage et se défend vigoureusement de toute propagande anticommuniste. Il parle de procès d'intention, de dénigrement de la part de gens qui, dit-il, n'ont même pas vu la série. Dans le film, les sections d'assaut qui secondent les Russes et se livrent aux pires exactions ont les mêmes emblèmes que les casques bleus de l'ONU. D'où un émoi considérable aux Nations Unies. Nous avons pensé de la possibilité d'un procès dans les tribunaux, mais il paraissait que le succès n'était pas garanti et que dans le cas que nous perdrions, il pourrait nous coûter beaucoup. Plus récemment, nous avons recruté les services d'un avocat, un avocat très distingué, qui est en train de conduire des négociations entre nous et l'ABC. Le scandale suscité par America a déjà découragé un des annonceurs, une grande firme automobile. Elle a annulé son contrat de 40 millions de francs qui prévoyait 38 messages publicitaires. Witness the victory of the human spirit, the victory of America. America a coûté 240 millions de francs, budget record pour une dramatique télévisée. La chaîne ABC va diffuser la série pendant 7 jours consécutifs à raison de 2 heures chaque soir. Les manifestations hostiles, comme celles qui se déroulent derrière moi, les polémiques, n'inquiètent nullement les responsables de ABC. Ils se frotteraient plutôt les mains en considérant qu'il s'agit de publicité gratuite et qu'il s'agit là en fait d'une véritable aubaine. La loi de lutte contre la toxicomanie que prépare actuellement le ministère de la Justice sera principalement axée sur la lutte contre le trafic et les trafiquants. Mais M. Albin Chalandon a tenu à préciser que la possibilité d'internement d'office pour les drogués ne serait plus retenue. Il n'y aurait donc plus d'enfermement thérapeutique. C'est ce qu'a indiqué M. Chalandon ce matin. 10 milliards de centimes, c'est le butin estimé des cambrioleurs arrêtés il y a 48 heures à Antibes. Un butin composé d'objets d'art, d'antiquités, résultat de pillage de châteaux notamment et d'églises. Il y a quelques jours, d'autres malfaiteurs étaient arrêtés à Paris pour avoir fait de même dans un château d'Eure-et-Loir. Les demeures historiques sont les cibles d'organisations qui ont créé un véritable marché parallèle d'antiquités. Il y a donc l'aspect policier et puis celui des clients, de ceux qui achètent des objets d'art sans connaître réellement leur provenance. C'est le sujet de l'enquête menée par Roland Sicard. Des horloges anciennes, des meubles précieux, des tableaux de valeur, le gang des Italiens avait bon goût dans la grande tradition des pilleurs d'œuvres d'art. Une corporation qui en France a fait disparaître plus de 12 000 chefs-d'œuvre en 30 ans. En dehors de quelques opérations spectaculaires comme le casse du musée Marmottan en 1985, ces amateurs éclairés préfèrent opérer dans l'ombre, pied de biche en main. Leur cible privilégiée, les châteaux, églises et résidences inoccupées où dorment des milliers de chefs-d'œuvre sans surveillance. Une fois le vol commis, il ne reste plus qu'à écouler la marchandise. Le travail du voleur est terminé et entre en jeu celui du receleur. Alors lui, quant à lui, il connaît bien les gens ou, comme on l'a dit, quelques antiquaires qui sont prêts à jouer ce jeu et il va très facilement écouler les objets qui ont été volés. Alors il est bien évident que si le marché est aussi florissant en matière d'œuvres d'art, c'est qu'il y a des circuits qui sont organisés. Des circuits qui ont pris une dimension internationale. Les œuvres volées dans un pays sont écoulées dans un autre où elles seront plus difficilement repérables. En France, les professionnels du marché de l'art sont tenus de prendre des précautions. Les antiquaires doivent inscrire dans un livre de police toutes leurs acquisitions. Des listes d'œuvres volées leur sont régulièrement distribuées. Mais en fait, chacun doit mener sa propre enquête. Je n'achète jamais aux gens qui me proposent comme ça dans la rue, jamais. Quand les gens me proposent quelque chose que je connais vaguement, je vais toujours chez eux, je demande des renseignements à la concierge pour savoir si les gens habitent bien dans la maison, s'il n'y a pas de problème, et je paye par chèque. Toujours par chèque, jamais en liquide. Les professionnels doivent prendre leurs précautions, mais l'amateur qui se laisse tenter par une œuvre d'art à la devanture d'un antiquaire ou chez un commissaire-priseur est protégé. Même si l'objet était volé, l'acheteur de bonne foi en conserve la propriété. Le premier propriétaire ne pourra au mieux que le racheter. Son seul recours, être bien assuré.
Pas de nouvelles de ceux qui ont opéré à la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône lundi dernier à Marseille. Ils étaient 7, ils ont retenu en otage 23 personnes, puis se sont enfuis par les égouts. Les policiers tentent de reconstituer l'itinéraire de leur fuite. Reportage à Marseille, Henri Bodigal, Gilles Dobler. Le bluff a été énorme. Plus de 500 policiers ont été les otages de 7 gangsters parfaitement organisés. Tout le monde s'est inquiété pour les 23 otages qui étaient à l'intérieur de la caisse d'épargne. En réalité, tout était prévu et le sous-sol marseillais a joué les complices pour le compte des gangsters. Marseille, ce n'est pas Paris, ce n'est pas un Gruyère. Nous avons simplement eu à l'époque du temps des Allemands un problème qui était au vieux quartier, c'est-à-dire le Panier, où on avait de cave en cave des tunnels qui passaient. Or, à l'heure actuelle, ça n'existe plus. Alors, en vert, le tunnel construit par les gangsters qui se jette dans le collecteur d'égouts de la ville de Marseille, que je trace en bleu, et qui aboutit dans une rivière souterraine. La rivière, la voici. Elle peut de toute façon permettre à plusieurs canaux de sortir de Marseille ou en tous les cas de quitter le quartier où se trouve la caisse d'épargne. Et au-dessus, il y a l'autoroute. Une des possibilités de sortie se trouve derrière nous. C'est là, c'est l'issue du grand collecteur des égouts de Marseille. C'est une possibilité à laquelle on a forcément pensé et ça n'est pas forcément la bonne non plus. Lundi soir, enfin lundi toute la journée, il y avait un vent d'est de force 6 à 7 et ma foi par la mer c'était pratiquement impossible. Pratiquement impossible, ouais, je suis formé. Il n'y a pas un bateau qui pouvait se présenter à l'entrée du collecteur? Non, c'était vraiment pas possible, surtout avec 7 personnes à bord, je pense pas qu'on puisse faire ce trafic, non, c'est pas possible. Sport, Coupe du Monde de ski, au slalom géant de Megève, victoire de la Suissesse Vreni Schneider devant l'Espagnole Bianca Fernandez Ochoa et la Suissesse Maria Vellizer. Ici, Catherine Kittel, la Française, elle s'est montrée la meilleure des Françaises en terminant à la 4e place à 8 centièmes de seconde de la 3e Maria Vellizer. L'arrivée de Catherine Kittel. Voilà, c'est fait, 4e. Voilà, Tour du monde en solitaire. Nous avons reçu aujourd'hui les premières images du passage du Cap Horn. Philippe Gentot devance Titouan Lamazou. Les concurrents de ce Tour du monde à la voile en solitaire remontent maintenant vers Rio de Janeiro, le terme de la 3e étape. Commentaire Gilles Cosanet. Ici, c'est le Cap Horn, le fin fond des canaux de Patagonie, le bout du monde, le Cap dur, comme disent les marins. En hiver, la mer à cet endroit, c'est l'antichambre de l'enfer. Pour les coureurs autour du monde, c'est aussi une marque de parcours. Ici, on tourne à gauche, direction le soleil, et Rio de Janeiro qui se profile loin derrière l'horizon. Le premier à entrer dans le virage, c'est Philippe Gentot. Pour le vainqueur de la première édition de la course, le Horn s'est fait sage et tranquille. Mer plate et une bonne brise pour pousser le bateau. Rien donc qui pourrait le faire déraper et ainsi entamer ses 3 jours et demi d'avance qu'il a sur le 2e au classement général après 2 étapes. Son poursuivant au Cap Horn s'appelle Titouan Lamazou, un ancien équipier d'Éric Tabarly. Il passe ici avec 5 heures de retard sur Gentot. Lamazou, victime d'un incident incroyable devant le Cap Horn. J'ai pris un rocher et je pense que ça doit être assez grave. C'est grave parce que j'étais à 14 nœuds et ça a arrêté le bateau et c'est un bateau en plastique donc c'est pas pareil que le bateau en alu. Hein. Et je sais pas quoi en penser. J'espère que c'est pas trop grave et que ça va tenir jusqu'à Rio. Réparation de fortune en pleine mer pour Lamazou, qui se dépêche tellement d'arriver à Rio qu'il a déjà repris une partie du retard qu'il avait sur Gentot. Le vainqueur du match sera connu en fin de semaine prochaine à l'entrée du port brésilien. Les pronostics de Pierrette Bresse maintenant pour le tiercé de demain, samedi, sur l'hippodrome de Vincennes dans le prix de la Mayenne. Pierrette vous propose de jouer Quabalus le 16, Quarakir le 17, Querida du Donjon le 18, Kyriam le 14, Quavalo le 5, Quaprica le 15, Quelargo le 4 et Cours du Vivier le 10.
La météo, Brigitte, bonsoir. Bonsoir. Comment ça se passe pour demain, samedi? Un temps difficile à définir, instable, variable, variablement beau quand les éclaircies l'emportent, variablement mauvais quand les nuages sont plus nombreux, avec en plus une perturbation. Alors regardez l'image satellite parce que la perturbation, nous la connaissons bien, c'est elle qui a abordé le pays ce matin par l'ouest et elle va profiter de la nuit pour se décaler de plus en plus vers l'est. Alors nous la retrouverons demain sur notre carte, elle prendra place du nord à la Bourgogne, le Morvan, le Lyonnais, le Massif central, les Pyrénées. Elle va donner de la pluie et de la neige à partir de 600 mètres. De petites éclaircies sur le nord-est, de belles éclaircies sur le sud-est, sauf sur la Corse où il va encore pleuvoir. Enfin, un régime d'instabilité, c'est-à-dire une succession rapide de nuages, d'éclaircies et d'averses sur tout le flanc ouest. Les températures maximales, elles sont stationnaires, de 5 à 10 degrés sur la moitié nord, de 7 à 14 degrés sur la moitié sud. Demain, vous serez 600 000 à partir en vacances, alors Bison Futé vous conseille de ne pas prendre la route entre 4h et 15h. En fait, il vaudrait mieux partir dimanche. Mais, en ce samedi 14 février, le soleil se lèvera à 8h03, se couchera à 18h07, ce sera la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et oui, tout à fait. Et Noël ma mère, demain, sera pour la Saint-Valentin chez Penay à Antibes, pour samedi chez vous à 13h. Ce soir, ce sera 22h50, Hervé Claude pour le dernier journal de la rédaction. À demain 20h. Bonsoir, merci.